Bonjour. Le premier débat en public de ces élections municipales organisées par RCFM et Corse Matin est consacré donc à Portivecchio. La troisième ville de Corse compte plus de 12 000 habitants qui vivent sur une superficie totale de 169 km² entre le littoral, les hameaux et la montagne. Son économie est principalement axée sur le bâtiment et le tourisme. Portovecchio comptait en 2016, selon l'INSEE, 5016 habitations principales, 6581 résidences secondaires. Nous verrons donc avec les candidats quelle est leur vision de l'aménagement de la commune avec l'élaboration du PLU, les contraintes du PADUC, toujours en matière d'aménagement, celui du littoral et de ses paillotes. Là encore, chaque candidat exposera sa vision entre préservation et développement économique. Le taux de pauvreté sur la commune est de 23% et l'une des conséquences donc est le logement. Nous verrons avec eux les logements sociaux, l'accession à la propriété. Et puis, comme pour chaque élection électorale, depuis 2008, nous évoquerons l'extension du port de Plaisance, un projet qui n'a toujours pas abouti. Ce débat donc sera composé de 3 parties. Tout d'abord, la campagne électorale, les candidatures et les soutiens. Ensuite, le bilan de la mandature, les principaux enjeux et thèmes de cette campagne électorale. Et enfin, les possibles unions, alliances dans la perspective d'un second tour. Puis les candidats donc auront 1 minute pour conclure. Pour animer ce débat à mes côtés, Roger Antèche de Corse Matin. Alors Roger, finalement, ce sont 3 candidats qui brigueront les suffrages des électeurs. Oui, bonjour José Tafane. Ils étaient 4 sur la ligne de départ. Jean-Michel Moscogne a officiellement retiré sa candidature. Dernier à s'être lancé dans la campagne municipale, Georges Lemel, est conseiller municipal depuis 1983, à la tête de la commune depuis 2005. Il préside également la communauté des communes du Sud-Corse et il conduira la liste Mon Parti, c'est Portovecchio. Jean-Christophe Angelini, conseiller exécutif, président de l'ADEC, conseiller municipal depuis 2001. Il se présente pour la 4e fois à cette élection municipale. Il conduit la liste Pas Portivecchio, investie par le PNC et Corsica Libera. Enfin, le dernier venu en politique, Don Mathieu Santini, professeur d'université, militant politique, associatif et culturel. Il est à la tête de la liste Portivecchio d'AFA, soutenue notamment par Fema Corsica et Corps Infront. Alors, première partie, donc, consacrée à vos candidatures, vos soutiens, une campagne électorale donc, qui a démarré dès cet été, avec des discussions entre Jean-Christophe Angelini et Georges Lemel, donc dans la perspective d'une union. Georges Lemel, première question. Pourquoi cette union ne s'est pas concrétisée et quelles en sont les raisons? Oui, bonjour à tous d'abord. Merci de poser cette question en préambule parce que je crois qu'elle est de nature à clarifier le débat qui sera le nôtre aujourd'hui. Nous avons eu des discussions, c'est vrai, des discussions qui étaient centrées dans un premier temps sur l'avenir de la collectivité, l'avenir de la commune de Portovecchio. Et puis, j'ai senti très vite qu'il y avait d'autres objectifs. Les premiers tenaient compte véritablement des initiatives qui étaient prises, à savoir un rapprochement pour avoir la possibilité de construire et de construire quelque chose ensemble, en privilégiant exclusivement l'intérêt de Portovecchio. On s'est rassemblés sur plusieurs points, on les développera plus tard, et il y en a eu quelques-uns qui posaient problème. Et ça n'est pas la continuité des discussions que nous avons pu avoir ensemble qui, quelque part, m'ont rassuré, ont rassuré mon équipe municipale sur les possibilités de cette union. J'en veux pour preuve certains commentaires qui ont été faits par médias interposés, où l'on semblait bien percevoir et voir qu'il y avait des possibilités de rapprochement lorsqu'on était dans des petits cercles, et lorsque les cercles s'élargissaient, notamment les médias présents ou les micros tendus ou les caméras présentes, à ce moment-là, il fallait camper les uns et les autres sur des fondamentaux. Alors moi, mes fondamentaux, chacun les connaît, les Portovecchiens les connaissent déjà depuis bien longtemps. Vous avez raison, Roger, de dire que je suis un élu ici depuis déjà 1983, donc j'ai l'antériorité, la connaissance de la commune et bien d'autres choses, et j'ai préféré me maintenir dans la voie qui était la mienne, dans la stratégie qui était la mienne et dans les objectifs qui étaient les miens pour affronter à nouveau l'ensemble des suffrages. Alors Jean-Christophe Angelini sur la version de l'union qui ne s'est pas faite de Georges Lemel aussi, mais si vous avez choisi de discuter dans ces conditions-là avec un adversaire de 15 ans, hein, parfois avec d'âpres batailles municipales, c'est parce que vous aviez une vision de Portovecchio qui pouvait se rapprocher, qui était semblable?
D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci donc à vous d'avoir organisé ce débat. Bon, rapidement, moi je rentre dans cette campagne avec un double souci, ou plutôt une double exigence. La première, c'est la sérénité. Bon, on est habitués les uns les autres de campagnes assez toniques, pour ne pas dire autre chose. J'ai vu hier donc le propos de Georges, qui a mon respect en tant qu'adversaire dans cette consultation. Je ne partage pas, bien sûr, un certain nombre de thèmes, mais surtout un ton général. Parce que je crois que ce que les Porto-Vecchi attendent de nous, ce n'est pas cette année, pas plus que d'autres années, que l'on s'envoie un certain nombre de choses, dirons-nous, à la figure, hein, et que l'on soit dans des thématiques dont j'ai perçu hier qu'elles pouvaient être polémiques. Il est question d'abandon de fonction, d'intérêt corporatiste, d'un certain nombre de sujets que je trouve très polémiques. Donc je veux le dire sereinement. En ce début de campagne et au moment où vous nous donnez l'opportunité d'ouvrir avec les Porto-Vecchi et les Porto-Vecchi cette séquence, qu'on n'attende pas de mes amis et de moi-même que nous soyons dans ce registre-là. Nous serons dans la sérénité, dans le dialogue et dans la volonté jamais démentie de continuer à rassembler les Porto-Vecchi et pas de les diviser ou de cliver pour tenter de mieux les convaincre en partie. C'est le premier point, mais j'y tenais parce que quand on a été, comme ça a été mon cas, victime il y a peu d'un tract anonyme, et que l'on voit ressurgir un certain nombre de rumeurs qui ont déjà rythmé les campagnes précédentes, vous comprendrez bien que l'on préfère être prudent et poser les choses d'emblée, même si et Georges et dont Mathieu ont été, du point de vue du tract, d'une clarté totale. Moins pour d'autres plans, mais c'est un autre sujet. Sur l'Union ? Sur l'Union. Je n'ai pas vécu, c'est un euphémisme, les choses de la même manière, dont Mathieu, mais il le dira lui-même, était opposé à ces discussions, on en a discuté en aparté. Georges les a voulu, je suis désolé de le redire, mais c'est lui qui nous a sollicité, qui nous a demandé de participer à ces réunions, et je le dis pour ma part, en privé comme en public, avec la même clarté et le même souci de précision et de vérité. On n'est pas dans des circonstances qui le permettent, mais je pourrais citer pour ma part les lieux, les moments, les interlocuteurs présents, etc. Je ne le ferai pas, je considère qu'on n'est pas d'accord du tout sur la version des choses, mais il y a un point sur lequel je veux insister en 30 secondes. Elles ont été contestées et elles le sont également. Moi, je les assume. Clairement, il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. Je ne me défile pas. Je n'invente pas, a posteriori, des stratégies, des manœuvres. Je dis qu'il était bon, dans l'intérêt de Porto-Vecchi, pas dans mon intérêt propre ou dans l'intérêt de Georges, comme j'ai pu l'entendre. Non, dans l'intérêt d'une commune qui est menacée de déclassement, d'ouvrir en grand les chemins du dialogue et de l'apaisement. On n'a pas pu aller au bout. Je considère pour ma part, et ce n'est pas faire injure à Georges que de le dire, que c'est sur l'autel d'intérêt particulier qu'a été sacrifiée cette chance. Peu importe. Moi, je reste dans ma logique. Vous parliez, Roger, de mouvements qui nous auraient soutenus. Ma démarche aujourd'hui, elle est au-delà des mouvements. Moi, je veux rassembler les Porto-Vecchi. J'ai voulu qu'on le fasse ensemble. On n'y est pas parvenu. Je continuerai à le faire moi-même avec tous ceux qui le désirent. Alors, vous n'êtes pas concerné par l'Union, dont Mathieu Santini. Par contre, vous avez déclaré votre candidature pendant que les deux autres candidats discutaient. Est-ce que c'est une candidature d'opportunité ? Vous avez profité de cette situation pour vous présenter ou ça n'a rien à voir ? Si la démocratie et le jeu démocratique relèvent de l'opportunité, peut-être que ça correspond à des politiciens professionnels. Ce n'est pas mon cas, donc je ne vois pas les choses en termes d'opportunité. J'ai engagé cette campagne électorale justement parce que je ne partage pas le point de vue de Jean-Christophe. Pour moi, les discussions qui ont eu lieu, et peu importe de savoir qui de la poule ou de l'œuf, c'est pas important de savoir qui a commencé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une opposition qui depuis 15 ans s'oppose, je dirais, au maire sortant, va y discuter d'une plateforme. Pour moi, j'ai entendu les paroles de Jean-Christophe et les assume, c'est très bien de sa part. Pour moi, c'est antidémocratique, parce qu'en gros, c'est une manière de trahir un peu l'opposition qu'il a représentée pendant 3 mandatures. Comment est-ce qu'on peut, au bout de l'envoi, aller discuter avec le maire sortant, avec le bilan qu'il a. Parce qu'il a un bilan, on va en parler très vite, sur des opérations particulières. On y reviendra après. Voilà, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut avoir fait ça lorsqu'on a été un opposant pendant 15 ans ? Ce n'est pas ma vision de la politique, et justement, je ne suis pas un professionnel de la politique, politicienne. Par contre, je pense avoir un sens élevé du politique, et c'est à ce titre-là que je suis rentré dans la campagne. Mais c'est cet événement qui vous a déterminé ou pas, cette relation contre nature finalement que vous décrivez ? Mais au moment où j'ai rencontré Jean-Christophe, c'était le 16 juillet, ce n'était que des bruits, mais des bruits qui étaient confirmés même
oralement, il m'a pas dit qu'il y a des discussions, etc. Donc c'est une rumeur qui a pris beaucoup de place. Et si vous mettez ça en parallèle avec le constat de dépossession que les Porto-Vecchiais, la majorité des Porto-Vecchiais ressentent, le constat de se dire qu'il y a une société à deux vitesses qui se met en place dans cette ville et dans cette région de manière générale, ça en faisait beaucoup. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas la seule raison, mais disons qu'à ce niveau-là de l'analyse politique, eh bien, on se disait, mais donc on est capot servi, quoi. Allez, dont Mathieu Santini, 2 candidats nationalistes. Il n'y avait pas moyen de s'entendre avec Jean-Christophe Angelini. Est-ce que vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous ne partez pas sur une liste commune? Quelles sont vos divergences? On vient d'en évoquer une très forte, une évidente. Pour moi, je ne partage pas cette manière de concevoir la politique telle qu'elle a été pratiquée. En 2, je suis nationaliste, mais vous m'avez dit que j'étais militant nationaliste, je peux le dire, mais je suis plus encarté depuis bientôt 30 ans, mais pour autant, tous les gens me connaissent en tant que tel, et je me revendique et je me reconnais dans le mouvement national. Ceci dit, et en tant qu'acteur culturel, je pense avoir œuvré beaucoup, et autant en tant que professeur d'université d'ailleurs. Mais je veux dire, une union, elle ne se fait pas parce qu'on est nationaliste, ou parce qu'on est de gauche, ou parce qu'on est de droite, elle se fait sur un projet. Voilà. Et à l'évidence, les discussions cet été étaient plus intéressantes du côté de la discussion avec le maire sortant qu'avec moi-même. Et donc en sortie, c'est clair qu'on ne pouvait pas avancer. Et par la suite aussi, je comprends le jeu des structures aussi. Il y a des logiques d'appareil qui font qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'ai essayé de me mettre au-dessus. Je sais que Jean-Christophe va peut-être dire « Oui, mais il est venu me voir en disant « Je veux être tête de liste ». C'est peut-être ça qui a créé aussi un souci. Moi, personnellement, je m'en tiens aux fondamentaux. Pour moi, qu'un candidat nationaliste se présente aux élections, mais tant qu'il n'est pas aux affaires, tant qu'il ne gère pas une collectivité, je trouve ça normal. Mais à partir du moment où Jean-Christophe était à l'exécutif de Corse, il me semblait tout à fait logique qu'il ne se présentât pas à cette élection municipale. C'est pour ça que les choses me paraissaient assez évidentes, dans une situation où justement les nationalistes n'étaient pas unis, qu'il n'y avait plus l'effervescence de 2015 et de 2017, et qu'il fallait trouver d'autres solutions. Du reste, l'union de la famille nationaliste à Porto-Vecchio n'est jamais allée de soi. Hein. Alors, mais là, Roger, on n'est pas, si vous le permettez, même si Don Mathieu a développé un certain nombre de points que je peux, pour partie, rejoindre, dans l'union des nationalistes. Moi, je le redis parce que c'est fondamental. Il emploie un terme que je reprends bien volontiers à mon compte. On est dans l'union des Porto-Vecchiais, par-delà les idéologies et les chapelles. Et on est dans l'union autour d'un projet. Il y a des éléments de réalisation, on en parlera. Il y a des éléments de contestation, on en discute. Mais il y a surtout la nécessité de se rassembler autour d'un projet. Don Mathieu l'a dit, moi, je n'y reviens pas. Moi, dans cette élection, mon interlocuteur, ce n'est ni Don Mathieu, ni Georges Mille. C'est la communauté porto-vecchiaise, même s'il est sain et normal que l'on débatte entre candidats. Je pense qu'on sera d'accord sur ce point, j'en aurai fini. Il y avait la question posée par Don Mathieu de la tête de liste. On n'y revient pas. Moi, je tenais absolument pas à être leader sur le principe. Je pense simplement qu'il est naturel, lorsqu'on est dans un parcours comme le mien d'une quinzaine d'années, ça a été répété, de prolonger l'engagement. Et terminer en disant que ce qui semble anormal aux yeux de Don Mathieu ou peut-être d'autres interlocuteurs me semblait encore une fois naturel dès lors qu'il s'agissait moins d'une discussion d'hommes ou d'appareils que d'un débat autour d'un projet. Car à chaque fois qu'on s'est vu, et j'espère que sur ce plan-là au moins on en sera d'accord, c'est de projet dont on a parlé, et jamais de place. Ça, c'est important de le dire, et moi je continue de penser, à la différence de Don Mathieu peut-être, que le vieux clivage, dont j'ai été moi-même un acteur, qui a structuré la vie publique locale de 2001 à aujourd'hui, presque 20 ans, dont j'ai été pour ma part un acteur engagé, ben il est caduc. Parce qu'aujourd'hui, sur ma liste, il y a des gens qui ont soutenu les 3 listes candidates en 2014. Il y a Michel Girasc, auquel j'ai été opposé en 2008, puis en 2014, et même en 2001. On est ensemble. Il y a un certain nombre de forces économiques et politiques que je salue. Il y a des citoyens qui m'ont rejoint à titre individuel. Et puis il y a Jean-Michel Mosconi, dont vous avez parlé, mais qui en se retirant ce matin, je veux le saluer parce que je crois qu'il est présent dans la salle, dit que notre liste est celle qui, je cite, a le mieux pris en compte les propositions qui étaient les siennes. On continue à rassembler. Moi, c'est mon viatique et j'en ai pas d'autres. On clôt cette première partie. On va vous demander d'être un petit peu plus bref, sinon on ne va pas s'en sortir. On a déjà pris du retard. Donc on va commencer cette deuxième partie.
Débat RCFM, Corse Matin, pour ces élections municipales à Portivé. Deuxième partie consacrée aux enjeux pour la prochaine mandature. Mais tout d'abord, nous allons donc revenir sur celle qui s'achève. Georges Mehl, vous allez faire campagne sur votre bilan, que vous avez vous-même qualifié d'exceptionnel. N'est-ce pas tout simplement du fait que Porto Vecchio était en retard, notamment dans ses infrastructures? Vous utilisez le terme exceptionnel. C'est celui que j'utilise aussi, mais c'est celui que me rapporte l'ensemble des porto-véquiens. Alors après, les idées sont les idées. Les volontés qui s'expriment, ça et là, elles sont à prendre en compte. Mais force est de constater que le bilan est à la hauteur des ambitions de Porto Vecchio. Vous nous diriez le contraire, on serait étonné. Voilà. Et vous penseriez le contraire, vous m'étonneriez. Mais je vois que, avec votre verbe habituel et le commentaire qui est le vôtre, vous vous associez parce que vous êtes Porto Vecchio aussi, vous vous associez finalement au bilan qui est le nôtre et ce que nous avons réalisé. Alors, que l'on me pardonne si j'oublie un des passages ou un des investissements, si important soit-il, parce que le bilan est tellement important que l'exercice est difficile. Mais lorsque l'on sait que notre stratégie et ce que nous avons voulu faire et le cap que nous avions tracé dans ce cadre était de s'occuper de la petite enfance jusqu'à la mort, le balayage est facile à faire. Et facile à faire pourquoi? Parce que nous avons commencé par valider et inaugurer récemment une crèche qui est reconnue comme étant l'une des plus belles non seulement de Corse mais de tout le Sud-Est. Pourquoi? Parce que chacun a la possibilité non seulement d'y mettre ses enfants en fonction des possibilités qu'elle offre, mais également en fonction de la qualité de l'ouvrage et de la qualité justement des agents aussi qui y sont et de l'espace qui est dédié à chacun d'entre eux. Et puis, il y a eu tout ce qui s'est structuré au niveau du secteur éducatif. Lorsque je parle de secteur éducatif, c'est tout ce que nous avons fait dans les écoles. Rares sont les écoles qui, où que ce soit, qui sont toutes climatisées, primaires, secondaires, et avec des espaces aussi de jeux qui sont dédiés aux enfants. Et les informations qui me remontent sont des informations de grande satisfaction au niveau de l'ensemble des personnes qui fréquentent ces espaces. Et puis, il y a aussi ce qui a pas mal causé d'hésitation au niveau de ceux qui nous ont rejoints par la suite, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, ce sont tous les travaux du cœur de ville qui ont été lancés. J'ai souvenir du mois de janvier 2019, où j'avais sur la place de la République bon nombre de personnes, quelque part, qui contestaient le bien fondé de ce que nous faisions. Et je vois aujourd'hui qu'ils reçoivent une grande satisfaction, en tout cas que les porto-véquiens se sont réappropriés le cœur de ville. Et celui que je suis, le maire que je suis, avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'a entouré, et l'ensemble aussi des services administratifs et techniques qui ont travaillé sur le sujet, je les associe justement à cette satisfaction. Et puis il y a aussi, puisque je disais que le mandat futur allait véritablement s'axer dans le cadre de l'environnement, avec un souci particulier pour pas nombre de choses, il y a cette cittadine que les uns et les autres presque attendaient depuis déjà quelque temps, et ça a été une véritable réalité, et une réalité qui permet de transporter jusqu'à 170 000 personnes jusqu'à aujourd'hui. Alors on disait qu'elle était pour les touristes, pour la fréquentation, mais on l'est aussi pour les porto-véquiens parce qu'elle est utilisée essentiellement par eux. Et puis à l'COSEC, à l'opposition, on va demander. Et puis à l'achat de l'EHPAD. On va demander à l'opposition ce qu'ils en pensent, voir si eux aussi qualifient le bilan d'exceptionnel, leurs sentiments, dont Mathieu Santini. Non, mais pour le qualifier, il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Oui, mais parce que là, il n'y a qu'une partie. Et vous aurez un mois et demi pour le faire. Il vous restera un mois et demi pour le faire. Mais vous parliez plutôt, dans Mathieu Santini, d'un Porto Vecchio peut-être à deux vitesses aussi, hein, avec des différences sociales qui se creusent fortes, c'est ça? Je n'ai pas du tout la même vision que Georges, vous l'aurez compris. Porto Vecchio, en 3 mandatures, parce que le bilan de Georges Mehl, je ne vais pas l'arrêter à celle-ci, je vais l'arrêter sur 3 mandatures, a vu la ville se vider de ses habitants, de ses banques, avec, je dirais, peu à peu, une ville qui s'est endormie,
Et là-dessus, les travaux, puisqu'on peut attaquer sur le cœur de ville maintenant, on parle de cœur de ville, c'est très poétique. Le cœur, il devrait irriguer le corps entier, donc le corps entier de la ville. Or, il se trouve que dans la réorganisation des flux sanguins de Porto Vecchio, toutes les routes mènent à Rome, mènent aux quatre chemins. Ça, c'est une évidence. C'est quoi cette circulation? C'est quoi cette ville qui est fermée hors saison, alors que toutes les villes moyennes de France et de Navarre reconnaissent aujourd'hui que ça a été une erreur? La piétonisation à l'année, lorsqu'il n'y a pas de spot à l'année, on n'est pas Venise, on n'a pas d'une fréquentation qui est annuelle. Comment est-ce qu'on fait pour arriver en ville? Aujourd'hui, il y a un débat, il y avait les travaux qui étaient des deux côtés de la ville, on ne rentrait même plus. Non, il y a un gros souci. Alors, ça part de bons sentiments, hein, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Mais on a fait les choses à l'envers. On a fait les travaux avant du cœur de ville, enfin, d'embellissement. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a embelli, mais au prix de quoi? Au prix du patrimoine porto-vecchien. On a détruit le patrimoine porto-vecchien pour faire ça. Où sont les bancs de l'église, monsieur le maire? Les bancs de l'église, ils sont à la même place. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Non, enfin, peu importe, ce n'est pas les bancs de l'église qui posent problème. On a un gros souci sur ce bilan-là. On parlait du cœur de ville, c'est un problème. Les commerçants en savent quelque chose. Les porto-vecchiens en savent quelque chose aujourd'hui lorsqu'ils veulent aller boire un verre en ville. Il faut revoir la copie de ce centre-ville-là. Mais c'est vrai qu'en 1 minute 30, on ne peut pas faire le tour d'un bilan. Mais sur le bilan tel que je le vis et tel que vivent les gens qui se sont retrouvés dans ma démarche, c'est un sentiment de dépossession. Un sentiment de dépossession, je dirais, de l'ensemble du territoire. Avec une société à deux vitesses, oui, parce qu'on a construit 7000 villas secondaires ou habitations secondaires avec la même station d'épuration qui n'arrive pas à traiter la moitié de ce que nous avons besoin, nous, aujourd'hui. Voilà. Et ça, voilà. Donc ça fait partie du bilan. C'est des choses que les gens ressentent avec 3000 pauvres à Porto Vecchio. Parce que dire 23%, c'est une statistique. 3000 personnes pauvres à Porto Vecchio. La troisième ville de Corse, qu'on arrête de parler de la troisième ville de Corse. On ne parle pas de déclassement non plus. De déclassement de quoi? Lorsqu'on a 40% des jeunes filles qui sont au chômage dans cette ville, on déclasse de quoi? On part d'où? Lorsqu'on a 13% de chômage, on est vraiment dans un bilan avant de répondre, Georges Mel, on va demander à Jean-Christophe de donner son avis. N'est pas défendable. Don Matteo Santini, merci. Rapidement, parce qu'on prend beaucoup de retard. Jean-Christophe Angelini, Georges Mel vous avez interpellé sur une manifestation en janvier 2019. C'était vous avec les commerçants. Est-ce que ce bilan est bon et exceptionnel? Comme à mon habitude, moi, j'assume totalement. Je pense qu'on a bien fait de manifester et que cette manifestation citoyenne, elle a pu permettre de peser un petit peu sur le cours des choses et de l'accélérer. Je crois que les uns ou les autres ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est cette volonté d'aller à marche forcée vers un projet dont on peut converger pour dire qu'il a dévitalisé le centre-ville. Je pense qu'il y avait des solutions qui auraient pu être mises en œuvre. Les travaux en eux-mêmes ne sont pas à contester. J'en parle d'autant plus facilement que la collectivité que je dirige avec mes amis a contribué et largement à les financer. Ce qui est en cause, c'est le fait que l'on ferme la ville à rebours des engagements qui avaient été pris et que l'on ait entrepris des travaux d'embellissement sans jamais poser la question du stationnement et de la circulation. Donc on a effectivement aujourd'hui une ville qui est désarticulée, des hameaux, on n'en a pas encore parlé, qui se vident et qui se meurent, qui sont réduits, y compris lorsqu'ils sont forts, de plusieurs milliers d'âmes, à être, ma foi, des dortoirs de notre ville, centre, et de manière générale, donc un territoire qui n'est pas aménagé, mais déménagé. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous l'avez dit, il y a des réalisations, mais je suis désolé, au risque peut-être de vous surprendre, je ne parle pas, pour ma part, de bilan. Premièrement, parce que Georges, avec le respect qu'on lui doit, est au conseil municipal depuis 1983, et qu'on est en 2020, ça fait 37 ans. Deuxièmement, parce qu'il est maire depuis 2005, qu'on est en 2020, ça fait donc 15 ans, et que ce bilan, c'est vrai, n'est pas celui d'une mandature. Moi, vous savez, j'aime bien les chiffres et les faits. Sur les chiffres, les communes de la strate investissent en moyenne 12 à 13 millions d'euros par an. Porto Vecchio investit péniblement 7 millions. Deuxièmement, nous avons vu les impôts locaux exploser. Les porto-vecchiens le savent, avec un doublement, notamment de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, qui conduisent aujourd'hui les ménages les plus en difficulté à accuser des difficultés encore plus graves. Troisièmement, puisqu'on parle de logement, pourquoi sommes-nous la seule commune de tout l'extrême sud à ne pas avoir de lotissements communaux? Pourquoi faudrait-il ici que l'on ait d'un côté les propriétaires et de l'autre des gens qui seraient locataires à vie? Ça n'est pas acceptable, avec en plus des équilibres pointés entre l'habitat principal et l'habitat secondaire. Il y a cette question de la précarité, il y a cette question du lien social. Oui. Donc très clairement, il y a des réalisations, j'aurais mauvaise grâce à les nier, car elles sont perceptibles, mais je dis qu'elles sont à un rythme insuffisant.
Je dis qu'elles n'ont pu voir le jour que parce que nous avons cofinancé largement tout ceci, mais je dis surtout qu'elles ne s'inscrivent pas dans une vision. Quel est le porte-vécu des 20 ou 30 prochaines années? C'est ça la question que cette campagne doit permettre d'abord de poser. Et je suis désolé, mais s'il doit ressembler au porte-vécu des 20 ou 30 années passées, ça ne peut pas être le nôtre. Bien, Georges May, là, vous pouvez répondre. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Oui, mais brièvement. De réponse. Non, pas brièvement, quand même. Quand même. Avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, apparemment, il n'est pas exceptionnel pour l'opposition. Oui, avec ce qui vient d'être dit, il est quand même normal que quelque part, j'apporte la contradiction, bon, même si c'est tout à fait naturel. Alors on me dit, et dont Mathieu disait qu'on a vidé le cœur de ville et on lui a quelque part enlevé la totalité de ce qu'il possédait par la suite. Ben justement, c'est pas du tout ce que l'on a fait. En tout cas, c'était pas du tout le cap qui était recherché. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu bon nombre de véhicules au cœur de ville et surtout aucun espace approprié par la population porto-vecchiaise. Parce que il y a dans la population porto-vecchiaise au cœur de ville, il y a les commerçants. 1 ou 2 résident au cœur de ville. Ils habitent tous à l'extérieur. Il y a les résidents qui, eux, ne subissent la plupart que les nuisances, parce qu'ils y habitent et ils y résident. Et puis, il y a ceux qui viennent commercer. Il y a les 3 catégories. On a pensé à la première catégorie, les commerçants, en leur rendant un outil, et un outil correct, avec des aménagements corrects, pour qu'ils puissent avoir une plus-value sur le fonds de commerce qui était les leurs. Parce que c'est la réalité. C'est celle-ci la réalité. Il n'y a qu'à demander à ceux qui sont sur la place de la République aujourd'hui s'ils n'ont pas fait une meilleure saison que celle de l'an dernier. Contrairement à beaucoup d'autres endroits. Ensuite, les résidents, il faut les prendre en compte, ces résidents. Les résidents, ils ont un parking qui leur est alloué et qui est à proximité de leur lieu de vie. Et cela est tout à fait logique. Et puis il y a cette cittadine qui, elle est faite pour quoi ? Lorsqu'on dit qu'on a dépouillé le cœur de ville et qu'on veut voir ou imaginer les voitures traverser la ville, pour faire quoi? Pour aller où? Pour stationner où? Pour vandaliser le mobilier urbain qui existe? Pour stationner le long de l'église avec souvent ce que l'on peut imaginer au sol et autres? Non. Donc on a pris quoi? On a pris nos responsabilités et on a décidé finalement de faire en sorte que ce cœur de ville puisse être fréquenté. D'ailleurs, la moitié des commerces aujourd'hui sont fermés. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à véritablement passer avec la bagnole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ils ont toujours été fermés. Allez, on va demander... C'est de la démonstration. S'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est une émission de radio. On va vous demander de réagir, mais... Et le dernier point, lorsqu'on parle de la fiscalité, lorsque j'entends dire que la fiscalité a augmenté ici à Porto Vecchio, c'est faux. C'est tellement faux qu'il suffit de prendre l'ensemble des délibérations du conseil municipal et de voir à chaque fois que la totalité des taux n'ont pas subi d'augmentation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'effet, bien entendu, 10 secondes, des valeurs cadastrales, et puis les personnes qui sont ici initiées savent qu'elles varient de 2% chaque année, et donc le net à payer augmente forcément. Et la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères a baissé de 13,95% à 12,78%. Donc vous voyez que ce sont des informations qui ne sont pas justes. Allez, on va changer du sujet. Georges May parlait de cadastre. Ça nous amène justement au deuxième point. Donc, le plan local d'urbanisme. Le précédent a été annulé par la justice. Les règles qui s'appliquent actuellement sont celles du règlement national de l'urbanisme. Georges May, vous avez la parole, gardez-la. Vous élaborez un nouveau PLU. Quelles seront les grandes lignes de ce PLU? Et est-ce qu'il y aura un rééquilibrage entre résidence secondaire et maison principale? Est-ce que c'est là votre objectif? En quelques mots, rapidement, parce qu'on a pris beaucoup de retard. C'est impossible. Allez. Quelques mots, c'est impossible. Déjà, vous faites bien de préciser que la commune de Porto Vecchio est sur le RNU. Le RNU, déjà, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir ce que c'est. Le RNU, c'est l'État qui instruit le droit des sols à la place du maire. C'est-à-dire que depuis que le PLU est tombé, depuis 2011, c'est l'État qui accorde les permis et pas le maire. Le maire est en compétence liée, et ça s'appelle comme ça, il ne fait que valider l'avis conforme favorable ou défavorable qu'émettent les services de préfecture. Mais est-ce qu'entre 2011 et 2020, il n'y avait pas l'espace pour justement reprendre la main sur ce sujet? Bonne question. Qu'est-ce qu'on a fait après 2011, lorsque le PLU est tombé? On a bien entendu utilisé la totalité
des tribunaux qui étaient en possibilité de le faire, on est allé jusqu'en cour d'appel, en cour de cassation, en cour de Conseil d'État. Pourquoi? Parce qu'il n'a échappé à personne que dans le document qui était rendu, lorsque le PLU est tombé, les espaces comme Mouratello, Précoge, Trinité, qui sont des poumons, étaient caractérisés comme étant des hameaux. Or, ce sont des villages et des villages à part entière. Et il faut savoir que dans ce cadre-là, l'extension d'urbanisation ne se juge pas de la même façon lorsqu'on est en village ou lorsqu'on est en hameau. Georges, on va aller sur le futur PLU, pas sur l'ancien. Le problème, c'est lequel? Non, mais on y est. Ce qui aujourd'hui paralyse, c'est quoi? C'est d'avoir voulu ici, sur ce territoire, toujours opposer l'activité agricole avec l'activité du bâtiment. Ce sont deux choses qui sont complémentaires. On ne peut pas les opposer. Il faut de l'activité agricole, c'est une nécessité. Mais lorsqu'au niveau du PADUC, on y met toutes ces activités agricoles au cœur de nos hameaux, ceinturer nos hameaux, je me dis que ce n'est pas pour favoriser l'agriculture, mais c'est véritablement pour freiner le développement de cette commune. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne des personnes qui ne peuvent plus se loger. Chaque fois que les services de préfecture, chaque fois que les services d'État viennent sur Porto Vecchio, je fais quoi? Je les emmène dans les endroits les plus retirés de cette commune. Des endroits qui me sont chers d'abord. Montitone, Cipone, Mouratello, Pachalela, Palavesa, Furcone, Furcuncedo, où vous avez des populations et des populations locales qui souhaitent se loger. Il n'y a pas de spéculation immobilière, il n'y a pas de spéculation foncière. Elles n'ont pas la possibilité de s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des espaces stratégiques. Dans Jean Gemel, pour aller plus loin aujourd'hui, vous demandez clairement une révision du PADUC et de la notion des espaces stratégiques agricoles. Mais bien entendu, avant de pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça que nous avons contesté de façon forte et ferme les espaces stratégiques agricoles. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. On sait bien que bon nombre de communes aujourd'hui ont des difficultés majeures pour établir leurs documents d'urbanisme. Pourquoi? Parce que le PADUC a des règles qui sont beaucoup plus coercitives que les règles nationales. Allez, donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Jean-Christophe Angelini. Et moi, je n'oppose en aucun cas l'activité agricole avec l'activité du bâtiment. Jean-Christophe Angelini, vous aviez... Et pour cause, et je finis là-dessus, le précédent PLU prévoyait 3600 hectares d'espace stratégique agricole, et celui-ci, dicté par la collectivité de Corse au niveau du PADUC, il n'y en a que 2900. Donc nous en avions 700 hectares de plus. Jean-Christophe Angelini, vous aviez attaqué le précédent PLU. Si vous êtes élu, quelle sera la vision de l'aménagement du territoire, de la commune? Et est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut modifier ce fameux PADUC que Georges Gemel qualifie de très restrictif et de contraint? Je crois d'abord qu'on oublie un chiffre, puisqu'il est question de 3000 hectares de terres agricoles. Le chiffre majeur que l'on oublie, c'est celui de 2000 hectares qui étaient ouverts à la construction, dans des conditions et proportions qui posaient des problèmes insolubles. On l'a d'ailleurs vu avec donc l'annulation du document. Pour reprendre l'expression, ce qui paralyse, moi je vais être très clair là aussi et très, très direct. Je crois que ce qui paralyse, c'est l'absence de travail. Plus que le PADUC, parce que je connais bien ces dialectiques qui consistent toujours, mais toujours, à trouver un bouc émissaire. La ville est sale, c'est la faute des commerçants. Le PLU n'avance pas, c'est la faute du PADUC. Il y a un problème dans les hameaux, c'est la faute des riverains. Bon, écoutez, Georges, je t'ai pas coupé, soyons respectueux l'un de l'autre. Merci. Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit véritablement dans une démarche claire. Et ce n'est pas le cas du tout, pardon de le dire une nouvelle fois. S'il n'y a pas de PLU, on a changé de bureau d'études en cours de route, vrai ou pas? On a changé d'AMO en cours de route, vrai ou pas? On est incapable, 10 ans après... Non mais moi je ne parle pas de Bonifacio, je suis candidat à Porto Vecchio. Voilà, et toi aussi je crois. Bon, donc on est 10 ans après l'annulation du document, lequel document, je le répète, avait quand même mis 30 ans, pour ne pas dire 40, à sortir de terre, dans une commune où il est question de documents d'urbanisme depuis l'après-guerre. Bon, alors écoutez, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux, Georges. Et ne me coupe pas, Georges, j'ai respecté avec encore une micro, fois. s'il vous plaît. Il est taquin aujourd'hui. Mais je peux comprendre. On le serait à moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Nous disons, parce que c'est ce qui compte, c'est pas de relire le passé, surtout de manière un peu partisane, pour ne pas dire autre chose, c'est de proposer l'avenir. Nous, en 2021, si les Porto-Vecchiens nous font confiance, on fera une charte architecturale et paysagère qui a été lancée, mais qui est restée lettre morte.
Pardon, eh oui, mais je suis désolé de te le dire, mais c'est vrai. Mais c'est un marché qui a été passé. C'est un marché qui a été passé, 25 000 mais euros. qui n'a aucune réalité et qui n'a donné lieu à aucune délibération du conseil municipal. J'en profite d'ailleurs et vous vérifierez que les taux, contrairement à ce qui a été Il n'est dit, pas ont nécessaire de augmenté. délibération du conseil municipal. Il est important que la charte soit votée et pour notre part, nous la ferons voter. C'est Si les dans les porte-véquiers... rôles régaliens du maire. Georges, je t'ai pas coupé, pardon. Mais oui, Nous font mais confiance. tu dis quand même des choses. Non, mais tu dis des choses toi-même qui ne sont pas justes. Mais je Je les ai les, sous les yeux, je je te te les coupe donne. pas et je les vérifie et je les corrige Tiens, je te les après. donne. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les porte-véquiers. Moi, ça va. Moi, c'est bien, merci. Vas-y. Voilà. Vas-y, montre-les. 2020, charte architecturale et paysagère. L'élaboration a été confiée au groupe Georges, d'architectes paysagistes sois Pellegrini respectueux, Garnier. sois respectueux du débat. Sois respectueux du débat. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Bien. Et tu peux, Georges, Bien. et tu peux exciper tous les documents, y compris ceux qui ont été travaillés en commission extra-municipale. Non, mais je connais le montant, je connais le cabinet qui... Bon, et je connais tout. De ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on parle, il y a une réalité qui est simple, c'est qu'à Porto-Vecchio, il n'y a pas de charte architecturale et paysagère. Il est là, mon propos. Que tu aies lancé des choses, ma foi, tu en as lancé beaucoup, mais peu sont celles qui sont arrivées à bon port. Je termine sur la révision du PADUC. On est d'accord. Jugera. On est d'accord. Avec plaisir. On est d'accord pour dire qu'il faut le réviser et qu'en 2022, il faudra soumettre un PLU à enquête publique. Donc moi, je ne me contente pas d'imputer à tel ou tel la responsabilité. Moi, je me mets en situation de proposer et de construire l'avenir, y compris du point de vue de la charte, qui n'existe pas, du PLU, de la révision du PADUC et plus généralement de l'aménagement du territoire, y compris au travers d'un SCOT, schéma de cohérence territoriale, que tu n'as même pas esquissé en ta qualité de président de la communauté de communes et qui, à mon avis, reste pertinent pour un territoire comme le nôtre. Donc moi, je ne suis pas dans le passé, Allez. moi je suis dans l'avenir. Jean-Mathieu Santini, on vous a pas entendu sur ce sujet du PLU, de l'aménagement du territoire, du PADUC. Est-ce qu'il faut le modifier, le PADUC, pour que... ou est-ce qu'on... Alors, je crois que ce qui intéresse essentiellement les auditeurs aujourd'hui, ce n'est pas les détails techniques, c'est de savoir, ce qui se passe. C'est vrai que, alors Georges a parlé, on est sous la coupe du RNU, ouais. Sauf que il y a des permis de construire qui sont accordés. Sauf qu'il y a des permis de construire qui sont accordés dans des espaces proches du rivage. Si on va sur toute la côte de Palombagne, on voit des grues, un balai de grues. Ce ne sont pas des oiseaux migrateurs. Ils ont bien eu un permis de construire, à moins qu'ils construisent sans permis. Je ne sais pas. Pendant que, justement, et tu as raison de le souligner, des porto-véquiens n'arrivent pas à avoir un permis de construire sur leur propre terrain de famille. Oui, mais ceci dit, le combat du maire aussi, c'est aussi d'ouvrir le débat et la concertation pour que cela puisse être clair. Parce que le RNU, qu'est-ce qu'il permet? Ce n'est pas le préfet ou l'État qui décide comme ça dans son coin, c'est en discussion avec le maire et ses services. Et qu'on ne me fasse pas croire et qu'on fasse croire à personne ici que les permis sont jetés ou rejetés d'un revers de manche en fonction d'un critère purement technique. On a un projet actuellement qui peut se monter à la sortie de Porto-Vecchio. Non, arrête toujours. Avec un projet, avec un hôtel de R+4, avec un restaurant de 500 places dans une zone humide. Et là, c'est la DREAL, c'est pas toi qui es concerné directement, qui ne demande pas d'étude d'impact. Mais c'est pas le problème. Mais le maire, il doit s'en préoccuper, à moins qu'il y consente. Est-ce qu'on doit continuer à construire là-dedans? Donc, PLU, c'est très important, mais ce n'est pas important pour faire un document technique ou faire des patates dans un coin. Le PLU, c'est d'avoir une vision pour Porto-Vecchio et une vision pas seulement intellectuelle, une vision pratique. Parce qu'aujourd'hui, nos paysages ont été massacrés. On a construit des hangars dans tous les champs. Et on peut dire qu'on est pour l'agriculture après, si on veut. Mais on a fait ça. Toutes les entrées et sorties de ville, elles ne ressemblent plus à rien. C'est ça le Porto-Vecchio dont on veut. Oui, et là, on retrouve la société après à deux vitesses. Alors, après des villas secondaires en bord de plage, tranquilles, dans leur home, et puis les porto-véquiens qui doivent se débrouiller avec tout le reste. Voilà. Non, le PLU doit être fait au service des porto-véquiens. Le PADUC, c'est le cas pour tous les Corses aussi. Il a été pensé comme ça. S'il doit être révisé, de toute façon, c'est aux élus de le dire. Et puis, il peut être révisé à la marge, il peut être révisé dans son ensemble. Ça, c'est aussi un fait démocratique. Mais les documents sont avant tout la vision qu'on a de ce pays, de ce territoire, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Élection municipale, premier débat RCFM Corse Matin à Porto-Vecchio. Autre sujet, donc, au cœur de l'actualité l'année dernière, les paillotes, un bras de fer qui s'est engagé entre les professionnels du littoral de l'extrême sud et l'État qui a voulu faire respecter la loi en interdisant notamment les transats.
Classées en zone naturelle fréquentée, les plages de Palombadge et Santa Giulia donc ne peuvent pas aujourd'hui accueillir d'activités économiques. Jean-Christophe Angelini, vous avez manifesté avec les professionnels du littoral. Que faut-il faire pour sortir de ce conflit qui risque de revenir dès le printemps prochain? Alors là aussi, très clairement, je pense qu'il faut aborder le débat. Avant que Oui. vous commenciez à répondre, essayez d'être beaucoup plus bref parce qu'on a pris beaucoup Ok, de retard. Il nous très reste bien. juste 15 minutes de débat. Ah oui. Merci. Alors très rapidement, je pense qu'il faut là aussi aborder le débat en des termes qui ne sont pas des termes polémiques. Il faut l'aborder en des termes factuels et en des termes clairs. J'ai entendu Georges enfourcher ce canasson-là en disant qu'on n'avait pas attendu de son côté que les transats, je cite, soient interdits sur les plages pour pour demander la révision du PADUC. Je le dis tranquillement, Georges, je trouve que c'est indélicat. On se connaît tous. On est à Porto Vecchio. Je connais ta situation, tu connais la mienne, les situations de nos familles respectives. Donc je redis qu'il est de bon ton en ce début de campagne que l'on évite un certain nombre d'attaques personnelles qui, à mon avis, ne nous grandissent pas et ne font pas grandir le débat. Je le dis d'emblée comme ça. En aucun cas, c'était une attaque personnelle. En aucun cas, et tu le sais. Mais je ne parle pas que de moi. Tu le Je sais. ne parle pas que de moi. Je parle en général et je crois que Mais toi, tu le sais, mais c'est toi qui exprimes. aussi bien que moi. Mais je l'exprime parce que je le pense, au contraire de ce que tu dis toi-même. Deuxièmement, qu'est-ce qui est important? C'est le point d'équilibre. On ne gagne rien à pousser une logique à sa dernière extrémité sans considérer la globalité des choses. Faut-il, et moi je suis clair, et je ne m'abrite pas derrière des principes ou des postures de quelque nature qu'ils puissent être, faut-il une activité économique sur le littoral? Bien sûr, c'est une évidence. Donc il faut changer le PADUC, il faut le modifier pour cela. Je dis pour ma part que l'on peut, il faut qu'on soit précis là aussi, modifier le PADUC sur ce sujet-là, sans avoir besoin de le réviser. Mais je dis aussi que si nous avions un PLU, le problème serait posé de manière différente. Et de toute façon, le problème n'est pas posé en termes de transat, de nombre ou d'implantation, même si c'est important. Et j'entends des gens qui, ailleurs qu'à Porto Vecchio, nous regardent avec inquiétude et incompréhension et nous disent « mais de quoi parlez-vous » Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'offre touristique. Et la manière dont on l'organise, en trouvant un point d'équilibre entre activité économique et préservation de l'environnement. Faut-il privatiser le DPM? La réponse c'est non. Faut-il y faire n'importe quoi, comme ce fut le cas, y compris dans un passé récent? La réponse c'est non. Il faut que la commune prenne tout simplement ses responsabilités. Et je fais là aussi une proposition précise qui est celle de la concession. Elle a donné lieu à une délibération de principe du conseil municipal. Elle doit entrer dans les faits. Et je propose pour ma part qu'elle soit incluse dans la révision du PADUC dont il est question pour bientôt. Mais je le redis, c'est une question de point d'équilibre. Il n'est hors de question, y compris quand on est issu de la famille politique qui est la mienne, de demander à ce que l'on privatise, y compris de façon rampante, ce qui demeure un patrimoine commun et donc inaliénable. Mais je crois qu'on doit pouvoir trouver un point d'équilibre et qu'il est important là aussi de ne pas se défausser. Est-ce que l'État a une attitude trouble sur le sujet? Oui, mais je pense que la commune aurait gagné à être un peu plus en avant et un peu plus aux côtés de tous les professionnels du tourisme et pas simplement du collectif que je salue. Georges, mais la saison, c'est demain. Hein. La municipalité a réclamé la concession des plages. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour l'été qui vient? Pour ces professionnels-là qui, l'été dernier, ont manifesté. Mais c'est très clair. Pour l'été qui vient, rien ne va changer. Les interdictions resteront là où elles sont. Les interdictions resteront formellement efficaces et déterminées. Les derniers contacts que j'ai pu avoir avec les services de préfecture, c'est ce qu'ils m'en ont dit, puisque j'ai transmis il y a déjà 1 mois et demi à 2 mois un courrier à Madame la préfète, un courrier au président de l'exécutif, en disant justement que je m'inquiétais, parce que je ne veux pas que les porto-vecchiais vivent ce qu'ils ont vécu en 2019. C'est très simple. Tant que le PADUC ne prévoira pas ou n'indiquera pas une modification forte sur ces espaces-là, en laissant entendre qu'une modification est impérative, c'est une modification qui est impérative. Pourquoi? Parce que de Solenzara jusqu'à Bonifacio, il est dit que ce sont des plages naturelles fréquentées. Et il est écrit qu'on n'y met pas un parasol et un matelas. Et alors que ce sont des équipements, ce sont des services qui doivent véritablement demeurer au niveau de l'ensemble des activités et des activités de plage. Il n'est pas question de privatiser, il n'est pas question d'aliéner. Il est question de rendre aux porto-vecchiais les possibilités qu'ils avaient. Alors certes, c'est vrai, il y a eu de l'exagération, mais ils ont fait les efforts nécessaires. Il y a eu une charte commune où ils ont justement manifesté la ferme volonté d'être
et de prêter main forte à l'activité communale. Avec quoi? Avec des toilettes publiques, avec du nettoyage de plage, avec bien d'autres choses. Georges Je Meyl, les ai encouragés. Je les ai encouragés. Et je continuerai toujours de les encourager. En passant par la concession, vous devrez passer par des appels d'offres et les professionnels du littoral sont inquiets parce que des candidatures peuvent venir de l'extérieur de la Corse. Et, ils n'ont pas à être inquiets parce qu'on sait comment sont gérées ici les paillotes. Les paillotes sont gérées par de vieilles familles portoricaines. Ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, des hôtels ou des structures hôtelières qui viendront s'y installer. S'il faut justement à ce moment-là aller défendre et les défendre, eh bien, je serai le premier à le faire. Moi non plus, je ne me le cache pas, je dis les choses comme je les ressens. Rien ne passe avant les portoricains. Cette préférence-là, elle peut entrer dans la définition d'une concession. Mais bien entendu. Et je veillerai à ce que ça le soit. Allez, Don Mathieu Mais Santine. on ne peut pas. Et je le dis. Mais je le dis à Jean-Christophe, parce qu'il reste encore quelques mois où les possibilités s'offrent au niveau de cette collectivité de Corse. Georges Meyl, il faut impérativement que ce soit modifié. Don Mathieu Santine, il y a du retard. Tranquille pour les portoricains et pour les propriétaires. Allez, Don Mathieu Santine, Bon. entre préservation de l'environnement, privatisation des plages et où vous mettez le curseur. Alors, très rapidement, sur le côté technique, pour en sortir, monsieur le maire semble ignorer la loi, parce que s'il y a appel d'offres, on ne peut pas protéger les familles. L'appel d'offres, il est ouvert, par définition. Et non, mais ne commente pas, Georges, s'il te plaît. Il est ouvert par définition, donc il y a un risque. Il va bien falloir donc intégrer ce risque, y compris dans les problèmes de concession. Personnellement, nous l'avons dit et répété, nous sommes pour une concession municipale, parce que nous sommes aussi tout à fait du côté, je dirais, des paillotiers, qui sont pour la plupart en plus héritiers des terrains qui bordent ces rivages-là. Nous sommes de leur côté et nous avons assisté d'ailleurs à une réunion qui a eu lieu au mois de décembre, date à laquelle a été prise la décision que le collectif devait rencontrer chacun des candidats. Mais donc je suis toujours disponible si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci. Sur la question du tourisme de manière générale, c'est vrai que les paillotes, c'est une activité familiale, comme le reste de l'activité touristique a pu se développer à partir des années 80. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? C'est que l'économie touristique n'est pas née, elle est mort-née. On en a fait une économie de résidence. Et cette économie de résidence-là a tué et a mis en danger, et de plus en plus fortement, les professionnels du tourisme aujourd'hui, car elle a créé une concurrence, et une concurrence déloyale, qui en plus d'impacter nos paysages, fait une concurrence directe aux hôteliers. Donc oui, le tourisme aujourd'hui en Corse, à Porto-Vecchio en tout cas, et sur la région, est à repenser avec les professionnels du tourisme, avec les usagers aussi, mais en hypothéquant pas non plus la politique publique, qui est celle de créer des accès aux plages, qui est celle de créer des parkings publics, avec des toilettes publiques, avec des réseaux d'assainissement, parce que lorsqu'on veut accueillir des touristes, il faut le faire dignement, et il faut le faire à la hauteur où on met la barre. Allez, dernier sujet de cette deuxième partie. Certains parlent de serpent de mer, l'extension du port de Plaisance, un projet qui date de 2005, plusieurs fois modifié, mais toujours dans les cartons. Georges Meyl, très très rapidement, parce qu'on a pris beaucoup de retard, un projet, est-ce que ce projet est à l'arrêt et est-ce qu'il est abandonné ou est-ce qu'un jour il va sortir de mer? C'est loin d'être un projet à l'arrêt. C'est un projet qui a été revu parce qu'il a été à un moment donné caractérisé comme étant pharaonique. Et donc il y avait peut-être du vrai dans ce qui avait été exprimé. Je ne me cache pas derrière certaines réalités. Il a été revu non pas au niveau de la qualité des services, mais il a été revu au niveau de ses emprises, même si la totalité des études permettait ce qu'elle permettait, mais le montant qui était affiché était un montant un petit peu trop important. On a revu la voilure récemment en conseil municipal. On est tombé d'accord sur bon nombre de sujets, notamment l'enveloppe, le principe aussi de gestion dans un cas de DSP, parce qu'il est très compliqué lorsqu'on investit 60 à 70 millions d'euros de se retrouver en régie, lorsque l'on sait que ce port rapporte péniblement 500 000 euros. Donc il est très compliqué d'investir une telle somme et sans avoir constitué d'amortissement. Bon. Mais donc la difficulté que nous avons aujourd'hui, elle est d'un autre ordre.
il y a des cabinets d'études qui se penchent sur le sujet, qui nous donneront bientôt l'ébauche donc, de ce qu'il faut faire et comment il faudra le faire avec ce montant d'investissement qui a été déterminé. Aujourd'hui, on s'est lancé dans la réfection donc, du bassin et du bassin actuel. Au bon nombre de Porto Vecchie ont pu voir les transformations qui ont été opérées. Mais de grâce, c'est un investissement qui en aucun cas ne doit être enterré pour la bonne et simple raison qu'il a d'énormes effets sur l'emploi. Et puis, c'est le premier hôtel flottant et c'est l'image de marque de la ville. Parce que bon nombre de Porto Vecchie aussi ont leurs bateaux, ont des bateaux et puis qui ne sont en aucun cas à l'année. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir un équilibre et donc ils n'ont pas de place à l'année. Il y a un minimum 300 à 350 Porto Vecchie qui les possèdent. Don Mathieu Santini, sur l'extension du port de Plaisance, votre vision? Très rapidement, nous sommes contre la concession, nous sommes pour la régie publique. Le port n'a pas obligatoirement vocation à devenir un port à 70 ou 80 millions d'euros. On peut le faire par tranche, on peut le cofinancer au fur et à mesure de l'évolution du port. C'est actuellement une des seules entrées fortes, je dirais, des bénéfices de la commune. Votre budget ne dit pas 500 000, mais 900 000 euros. Donc, en l'état actuel... C'est un budget annexe. Bon, qui n'a rien à voir avec le budget principal. Ah d'accord, mais 900 000 euros, ils sont des budgets séparés. Mais ils y sont. Mais qui avoisine Lorsqu'on le million. constitue les amortissements, oui. Qui avoisine le donc million. on est à 900 millions, Oui. à 900 000 euros, on est proche du million. C'est pour ça que c'était la somme qui était demandée Oui, au niveau oui, du concessionnaire. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'on paye un loyer sur l'existant étant très faible par rapport au potentiel, parce qu'en effet, il faut doubler les anneaux, il faut les doubler, il n'y a pas de souci, que ce soit pour le port lui-même, que ce soit pour le port à sec, évidemment, qui est important. Le quai des pêcheurs, qui est fondamental aussi, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans leur coin. On a pu commenter le fait que, justement, personne ne savait où était le quai des pêcheurs lorsqu'on a fait une réunion publique là-bas. Donc, il y a véritablement une reprise en main du projet à avoir pour nous. Nous, si nous arrivons donc aux responsabilités, il n'y aura pas de concession privée, ce sera une concession publique. Ce sera aussi l'occasion de retrouver au Porto Vecchio, parce que, évidemment, dans notre patrimoine, il y a aussi notre port de Plaisance, il y a aussi les marais salants, qui à l'heure actuelle voient les pompes de relevage rejeter l'été le superflu dans les marais salants. Donc évidemment, il y a tout un travail de dépollution du Stabiaco et du Golfe à faire, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation qui devient dangereuse même d'un point de vue sanitaire. Et tout cet espace-là, du port, des marais salants et du Golfe, doivent être non seulement pensés comme lieu patrimonial et économique, mais en connexion aussi avec le centre-ville, parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des espaces qui sont complètement déconnectés. La marine, les quatre chemins, le centre-ville, et quant au hameau, Christophe Empire de mots, ils sont loin et isolés. Jean-Christophe Ngeni, très vite, parce qu'on touche à la fin sur ce sujet. Oui, très vite sur le port. Quand nous disions en 2008, parce que Georges parle des généralités, moi je voudrais parler des chiffres, toujours pareil, précision, de 180 millions d'euros d'investissement, défendu bec et ongle durant la campagne. C'était ça ou rien. Bon. Et qu'aujourd'hui, on parle, et le même, de 60. On voit bien que ce n'était pas ça ou rien. Et qu'effectivement, il existait un panel d'alternatives tout à fait étendu, avec jusqu'à 2000 anneaux qui étaient projetés. Et dans un golfe de moins de 500 hectares, plus de 2000 anneaux qui ont été projetés en cumulé. Et là aussi, je vais être précis. Non, Georges, tu ne connais pas tes propres propositions. Pardon. Jusqu'à 2000 anneaux en pas cumulé. Le premier débat, on en aura d'autres avec des précisions. 180 millions. 180 millions. Non, c'est tout vu. Et depuis longtemps, 180 millions. Bon, aujourd'hui, on parle de 60 millions. On se rapproche économiquement de ce qui est, à mon avis, la bonne voilure. Même si, on peut en parler, il y a d'autres options. Alors, très vite, moi, je dis qu'avant de se prononcer pour la DSP ou la concession, ou pour la régie, comme le fait Don Mathieu aujourd'hui, il faut déplier toutes les options. Il serait dangereux de confier sans contrepartie, comme ce fut envisagé encore récemment, les clés à un délégataire ou un groupement de délégataires. De la même façon, il faut faire attention, parce que la régie n'est pas sans conséquence, y compris d'un point de vue budgétaire. Dans une commune qui a une capacité d'autofinancement très limitée, et d'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, on parle du port de Plaisance depuis au moins 2003, date à laquelle le conseil municipal, à l'unanimité, a délibéré sur son extension. Ça m'amène à évoquer le délai moyen, et j'en ai terminé, José, d'une construction à Porto Vecchio. Il est entre 30 et 40 ans. La piscine, Georges n'en a pas parlé, c'est moi qui le fais. Dans les campagnes municipales depuis 1977, le PLU,
il est question de ce document-là depuis au moins 40 ans. On parlait de POS. Aujourd'hui, l'extension du port, 20 ans et davantage. Donc Allez, je m'arrête. On termine, on Je m'arrête parce qu'on est très Il en faut retard. finir, José, de déplier toutes les options. Il faut les objectiver en termes techniques et financiers, ne pas parler à l'emporte-pièce parce que ça peut avoir des conséquences lourdes, quels que soient les choix. Et ensuite, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut former nos jeunes au métier du nautisme et de la plaisance, c'est qu'il faut penser l'arrière-port jusqu'au Stabiac en prenant en compte l'ensemble des zones et en les reconnectant, c'est vrai. Et Allez, bien sûr, on passe il à la faut troisième aussi, partie. il faut Merci aussi Jean-Christophe Angelini. une maîtrise On a avec pris des beaucoup de entreprises retard. locales. On va vous demander très rapidement, le débat est terminé, de conclure. 1 minute, 30 secondes chacun, plutôt 30 secondes. On commence par Don Mathieu Santini et on suit le cours de l'émission. Allez, Don Mathieu Santini, 30 secondes pour conclure ce débat. Bien, pour conclure, je pense que Porti Vecchio d'Ava aujourd'hui rassemble des hommes et des femmes qui se sentent concernés par un projet alternatif, par un projet différent de l'offre habituelle, par un projet capable de se projeter dans un 21e siècle vertueux, malgré les crises qui se projettent devant nous, malgré les mesures que nous devons déjà prendre en termes de réaction au réchauffement climatique, mais aussi, et en premier lieu, pour que les Porto-Vecchiais se retrouvent au cœur de leur ville, que cette ville redevienne une cité, que les gens retrouvent du lien social. Et à partir des axes que nous avons développés qui concernent les besoins de tout un chacun, se loger, se nourrir, prendre soin de soi et des autres, être en sécurité, ce sont des choses importantes, et créer, apprendre, se former, parce que sur ces 5 axes, on a des métiers, on a des formations, et aujourd'hui, ce que nous manquons beaucoup, c'est de créer l'espoir pour demain, que les jeunes puissent trouver du travail chez eux, mais à partir des filières qui sont aujourd'hui nécessaires et qui ne sont pas développées à Porto Vecchio, parce que, je le dis encore une fois, on n'est pas dans une période de déclassement, on est une période où on n'existe plus. Donc je dis, la solution pour Porto Vecchio aujourd'hui, c'est Porti Vecchio d'Ava, vous êtes effettivement Porti Vecchio d'Ava. Jean-Christophe Angelini, 1 minute, vous aussi. Moi, Roger, il y a toujours cet amour immodéré de la ville qui m'anime. Moi, je suis passionné par Porti Vecchio et j'ai envie qu'on la porte beaucoup plus haut. Moi, je vais considérer très sereinement qu'une page se tourne. Et je n'ai ni acrimonie, ni amertume à l'endroit de ceux qui l'ont écrite. Il y a eu 40 ans, 50 ans, il y a des hommes qui ont fait des choix qui étaient différents des nôtres. Il y a un Porto Vecchio aujourd'hui en 2020. Je respecte cela. Mais je vois simplement, au terme du rassemblement que nous avons initié, du nombre considérable de femmes et d'hommes qui chaque jour le rejoignent, qu'effectivement, l'heure est venue de passer à autre chose. Parce que le logiciel, indépendamment des hommes, que je respecte, qui a dominé et qui a animé la vie publique pendant près d'un quart de siècle, et même davantage, il est aujourd'hui arrivé en fin de vie. Il est donc urgent de tourner la page, et dans des domaines qu'on n'a pas encore pu aborder, la santé, la formation, l'environnement, l'économie circulaire, la gestion des déchets, y compris à l'échelle communautaire, puisque Porto Vecchio, vous le savez, on ne l'a pas abordé, et c'est dommage, est le poumon et le cœur battant de l'intercommunalité. La question des hameaux, etc., on doit aujourd'hui repenser une ville. Moi, je n'ai pas de programme au sens strict, j'ai un projet. Je n'ai pas de liste, j'ai une équipe. Je n'ai pas de réalisation proposée, j'ai une vision. Et je suis persuadé, y compris en écoutant ce que dit Don Mathieu, et qui me paraît, avec le respect que je lui dois aussi, très largement convergent, qu'une grande majorité de Porto-Vecchiais veut tourner la page, et que démocratiquement et sereinement, dans le respect des hommes et des femmes, cette fois-ci, on va arriver à la tournée. Georges Mille, très brièvement, vous êtes en avance sur le temps, très brièvement. Moi, je dis simplement une chose, je suis le seul à cette table à avoir un bilan, d'autres l'ont dans d'autres collectivités, mais on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'il y aurait beaucoup à dire, c'est dommage. Oui, c'est dommage, si on pouvait penser à ce virage du Stade Salle, ce serait parfait. Oui. Donc je disais, si on pouvait penser, oui, si on pouvait penser à tout ce que j'allais sur Jachet, mais je le prends comme une plaisanterie, bienvenue. Je remercie déjà Jean-Christophe d'avoir précisé la piscine, même si c'est un vieux dossier, un vieux sujet, il est sur le point d'aboutir, et je remercie en même temps la collectivité de Corse d'avoir abondé son plan de financement à hauteur de 2 millions d'euros qui me permettra très prochainement de poser la première pierre. Ceci étant dit, je disais, l'équipe sortante a un
un bilan qui n'est pas une fin en soi et qui n'est pas un point d'arrivée. Il est bien entendu une ambition que nous avons traduite sur Porto-Vecchio, une ambition, je le disais tout à l'heure, du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'à la mort. Je regrette de ne pas avoir pu dérouler la totalité du bilan, mais il reste encore quelques confrontations, quelques discussions pour avoir la possibilité de le faire. En tout cas, moi je dis que lorsqu'on a un bilan comme celui que l'on a, quelque part, ça doit servir, et ça doit servir pour l'avenir. Ça montre et ça traduit l'ambition partagée de l'ensemble des personnes qui m'ont suivi. Ça traduit aussi une volonté forte d'aboutir. Alors, moi, Porto-Vecchio, vous savez, j'ai jamais trahi les Porto-Vecchiais. Tous les engagements que j'ai pris avec eux, je les ai tenus, jusqu'à certaines fois avoir été courtisé pour participer à des listes. Je ne l'ai pas fait, parce que Porto-Vecchio, c'est ma vie, et à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Merci pour ce débat. On se retrouve tous le 15 mars pour le premier tour. Prochain débat RCFM Corse Matin, le 6 février à Ajaccio. Merci.